Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Mario Bousquet vient nous présenter le programme Clé en main. Pierre Laporte nous amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, l'intuition, cette âme qui nous parle. Notre invité en début de deuxième demi, Annie Arévian, nous explique mieux ce que c'est le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce. Je m'entretiens maintenant avec mon invité Mario Bousquet. Bonjour, M. Bousquet. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur du programme Clé en main qu'on va apprendre à connaître justement. Vous êtes dans la région de Québec, si je ne m'abuse. Comment on peut le présenter, le programme Clé en main? En fait, le programme Clé en main, c'est un programme intersectoriel qui relie en fait le monde de l'habitation et le monde de la santé et des services sociaux, autant au niveau communautaire qu'institutionnel. En fait, le programme vise de favoriser l'intégration sociale des personnes marginalisées par l'accès à un milieu de vie normalisant, tout en permettant le maintien à long terme des locataires dans un logement à prix abordable et de qualité. Donc, on sait que pour une clientèle marginalisée, donc on parle ici d'une clientèle qui a des enjeux de santé mentale, des enjeux de dépendance, d'itinérance et de judiciarisation. Pour ces personnes, bien sûr, cette clientèle en particulier ont des difficultés d'avoir accès à un logement subventionné, puis on sait que la question d'avoir un toit sur la tête est un enjeu important, est un déterminant de la santé, de toute façon, est un enjeu important pour permettre à la personne de réaliser le projet de vie. Donc, le programme est une table intersectorielle qui vise à trouver des solutions bien concrètes là, dans la ville de Québec, mais aussi sur le territoire de Portneuf, parce qu'on a aussi la réalité rurale dans le programme. En fait, le programme vise la capitale nationale, donc la région de la capitale nationale. Parce que ça fait depuis des années que l'habitation est importante. Quand on parle depuis la désince, où les gens ont dû quitter les hôpitaux il y a longtemps quand même, là, dans les années 80 par exemple, 90, il y a eu il y a un mouvement justement de créer un peu des habitations, tout ça, mais comment on pourrait... Est-ce que votre approche est différente ou est-ce qu'elle a juste évolué dans un sens plus actuel, là? Oui, bien sûr. En fait, le programme est novateur. Donc, notre objectif, c'est de vraiment développer l'accès à un logement autonome avec accompagnement. Donc, pour des clientèles marginalisées. Et l'accompagnement, on entend ici vraiment un accompagnement là dans la réalité des personnes, dans la quotidienneté des personnes, et non pas là juste au niveau clinique, là. Donc, effectivement, le programme est issu à l'origine là, de cette phase de désinstitutionnalisation qui effectivement les acteurs du milieu ont dit qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sortaient de l'hôpital et qui malheureusement les ressources dans la communauté étaient pas prêtes à accueillir ces personnes-là. Donc c'est parti vraiment concrètement dans les territoires centraux de la ville de Québec où les personnes particulièrement qui étaient sur le bord de l'itinérance, carrément sur l'itinérance, où ils couchaient carrément sur le parvis de l'église Saint-Roch dans Québec. Alors donc, il y a eu cette mobilisation de différents acteurs du monde de l'habitation, de la santé et des services sociaux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement trouver une solution bien concrète, puis de mettre ces énergies des deux mondes, des deux réalités, des deux secteurs ensemble pour trouver des solutions durables pour justement répondre aux besoins des personnes là, qui se retrouvaient malheureusement sans toit dans le milieu de l'itinérance et sans prise en charge là, comme tel. Donc, ce qui est important de dire, c'est vraiment une approche de logement autonome qu'on vise et l'accompagnement pour pallier à certaines difficultés que les personnes peuvent avoir au niveau de l'intégration, donc de faire leur budget, d'assurer une stabilité résidentielle et par faire évidemment par la suite là, la réalisation de leur projet de vie. Est-ce que vous diriez que l'enjeu majeur, c'est le côté argent? Parce que, tu sais, on a assisté depuis les dernières années à des fluctuations de loyer, tout ça. Quand on peut garantir aux gens que leur loyer ne va pas dépasser un certain pourcentage, est-ce que vous diriez que c'est peut-être l'enjeu le plus important quand on veut créer ce genre d'habitation pour les gens?
En fait, l'enjeu est important. Cet enjeu financier, bien sûr, parce que la capacité de payer des personnes, la totalité des gens avec qui on travaille actuellement, ce sont des gens qui sont sur l'aide sociale ou au salaire minimum, qui peuvent pas se payer un loyer au prix du marché. Et l'accès à des logements subventionnés est difficile pour cette clientèle-là, bien sûr, à cause des préjugés qui ont cette clientèle. Alors donc, évidemment, quand on veut avoir accès à un logement, et pour un propriétaire en particulier, qu'il soit privé ou collectif, dans une coop ou BNL ou HLM, on a tous les mêmes enjeux. On veut que la personne soit capable de payer son loyer, c'est une chose, et qu'on n'ait pas trop de troubles avec la personne, qu'il y ait un accompagnement, qu'on s'assure que la personne reçoive les services auxquels elle a droit afin de se maintenir dans ce logement-là. Alors donc, effectivement, nous, dans une étude, au niveau qu'on a fait sur le territoire de la Ville de Québec particulièrement, on avait 50% des gens payaient plus de 50% et plus de taux d'effort au logement. Donc ça vient vampiriser tout l'effort pour les autres secteurs de la vie, s'habiller, se déplacer, d'être capable de se nourrir convenablement. Alors donc c'est une réalité malheureusement comme telle. Et d'avoir accès à un logement abordable, il faut donc avoir des accès et puis il faut aussi avoir du développement dans ce type d'habitation ou de logement dans le logement autonome. Alors donc il faut conscientiser évidemment les développeurs, les coopératives d'habitation, les OSBL en habitation. Et la particularité du programme a travaillé beaucoup avec ce qu'on va appeler le programme de soutien de supplément au loyer destiné au marché privé. Et Clé en main a travaillé avec les différents acteurs ici, avec la Société d'habitation du Québec et l'Agence de santé à l'époque, parce que le programme a quand même 20 ans ici. On a fait reconnaître en fait que si on avait une disponibilité de subventions et qu'on pouvait appliquer dans le marché privé avec des propriétaires privés, avec une entente bien sûr avec l'Office municipal d'habitation, on pouvait appliquer cette subvention-là et permettre à la personne de faire un geste de citoyenneté, c'est-à-dire de chercher lui-même un logement dans la communauté, près de ses lieux d'implication, dans le quartier d'appartenance, et non pas ghettoisé non plus dans un immeuble avec toutes les personnes qui vivent des mêmes enjeux. Alors, c'est une des particularités du programme qui ont été développées et il y a eu une reconnaissance de ce programme du supplément au loyer qui pouvait être applicable dans le marché privé. Et ça a été un outil de développement, ce qui a permis un peu l'essor et le développement du programme Clé en main de la capitale nationale. On parle aujourd'hui, nous, de 500 locataires, de 500 personnes qui passent actuellement, qui sont locataires via le programme Clé en main, qui ont eu accès à un logement, subventionné sur le territoire de la Ville de Québec. Oui. Et on parle du projet qui est dans la région de Québec, mais je pense qu'il y en a un petit peu partout. C'est ce que j'ai vu. C'est un programme quand même qui est répandu au Québec. Hein? En fait, le programme Clé en main vient de sortir une étude de transfert des connaissances. On a été subventionné il y a 2 ans. Pendant 2 ans, on a vraiment, cette étude a été financée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est comme étant reconnu une des pratiques exemplaires d'accessibilité et du soutien dans le logement auprès des populations ayant des enjeux de santé mentale, dépendance et itinérance. Et cette étude de transfert des connaissances, bien sûr, il y a toute la diffusion. On a sorti, en fait, le lancement de cette étude a eu lieu le 15 décembre dernier. Il y avait plus de 115 personnes qui ont participé de façon virtuelle à ce lancement-là. Et là, nous sommes effectivement là dans les régions du Québec, une tentative là de vouloir développer cette approche dans d'autres régions du Québec. Là, on est sollicité là dans la région, entre autres de l'Estrie, de la Montérégie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Naudière bientôt. Et on avait déjà travaillé parce que dans les régions tout près de la ville de Québec, on a aidé
j'ai aidé à développer le Chaudière-Appalaches, qui, eux autres aussi, ont une centaine de locataires là, sous le modèle clé en main. En fait, le modèle clé en main, c'est un modèle qui donne des ingrédients actifs pour comment on peut développer cette approche intersectorielle dans les régions pour répondre à des besoins. Et la recette, l'ingrédient actif, c'est de travailler avec tous les acteurs impliqués dans l'accès au logement, autant au niveau de l'accompagnement que du bâti lui-même. Alors, puis de travailler à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour répondre aux besoins qui sont là. Et les besoins sont nombreux, vous le savez, oui. le nombre de personnes itinérantes, tout ça. Alors donc le fait qu'on a fait cette étude de transfert des connaissances, de cette pratique-là, et ce qui est particulier, oui, on a tout le côté dans le guide qu'on a mis en ligne sur notre site web. Il donne des ingrédients actifs, comment se rassembler autour d'une table avec les acteurs et les forces vives, mais il y a aussi un début de réponse au niveau du type d'accompagnement que les gens attendent. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation. Qu'est-ce qu'on entend par l'accompagnement en logement subventionné des personnes? Alors donc, c'est pas juste l'aspect clinique proprement dit, il y a tout l'aspect en prendre en compte quand on accompagne quelqu'un dans le respect, bien sûr, des droits et des obligations des personnes, mais il y a toute une pratique qui a à être développée. Et ça, on a commencé à un peu documenter cette pratique qui est assez novatrice. Et on s'est aperçu lors de l'étude qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation au Québec sur le type d'accompagnement qui était souhaité de par les personnes. Alors ça, c'est important. Et une des particularités du programme Clé en main, de ces 500 locataires qu'on a sur les 2 territoires, c'est on a un taux de stabilité résidentielle de 95%. Donc, ça fonctionne. Bon. Alors, de prendre quelqu'un, de l'accompagner, de respecter son rythme et de l'intégrer dans un logement, trouver un logement, l'accompagner et la réalisation de son projet de vie est une source positive pour la personne. Donc c'est un programme qui a des impacts. Les enjeux maintenant, c'est sûr que tous les plans d'action interministériels, autant dans l'itinérance qu'en santé mentale, ont ces cibles de développer de l'accès à des logements autonomes avec accompagnement, mais c'est bien beau de le mettre, bien sûr, toujours en objectif, en cible, mais il faut donner les moyens dans les régions de réaliser ça. Oui, exactement. Il faut que ça se réalise. C'est toujours la volonté. Il nous reste moins d'une minute, mais un des points, je pense aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est de ne pas ghettoiser, comme vous disiez. Ça, c'est déjà une grande victoire, le fait que des propriétaires acceptent justement, tu sais, il y a probablement moins de tabous qu'avant. On a quelques secondes pour y répondre. C'est un peu une question ouverte, mais... comme je vous dis, puis on termine là-dedans, c'est que tous les propriétaires, ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'être payés, puis d'avoir quelqu'un, un numéro de téléphone, ou d'avoir quelqu'un où se référer. Et ça, je pense que les propriétaires, bien sûr, trouvent une plus-value pour eux, mais surtout, c'est très positif pour les personnes. C'est ça qui est important. Ouais. Et c'est sûr qu'il faut prendre en compte, puis il faut être responsable, puis accompagner, puis de réagir rapidement avec l'ensemble des intervenants. Exactement. Mais M. Bousquet, c'est fort intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, vous parliez tout à l'heure qu'on peut peut-être aller dans un site web, on pourrait en savoir plus et avoir plus d'informations justement sur le programme. Bien sûr, on a notre site web, alors c'est programme-cem.com. Donc CEM pour clé en main, là, c'est ça. Programme-cem.com. On va tout savoir à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir... Vous avez l'étude aussi. Là, aux premières pages, on a publié le résumé et l'étude au complet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est fort intéressant. On va suivre ça. Puis merci d'avoir été à Folie Douce. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale. C'est maintenant le bloc Espresso avec Pierre Laporte et moi-même. Pierre, le sujet aujourd'hui, tu vas nous parler d'intuition. Le thème, c'est l'intuition, cette âme qui nous parle. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle ainsi « L'intuition est l'âme qui nous parle ». C'est sur le site nospenser.fr, un site français, et c'est écrit par l'équipe de Nos Pensées.
Mais, Pas d'hier qu'on parle d'intuition. Non. L'intuition féminine, entre autres, qu'on a souvent mentionné, mais il y a une masculine aussi, ça c'est sûr. Là. On en a de l'intuition, nous aussi. Une intuition générale. Messieurs. Oui. Et tu vas voir, tu vas être surpris d'apprendre que l'intuition est étudiée par la science. Oui. Donc, il doit y avoir quelque chose là. Comme on dit. C'est pas juste comme ça en l'air, il y a vraiment quelque chose à prouver. Là. Oui, mais je vais commencer par donner la définition de l'intuition d'après Wikipédia, qui est devenu, qu'on le veuille ou non, le dictionnaire populaire, le dictionnaire du peuple, si tu veux. Du coin, facile d'accès surtout. Hein. Oui. Alors, on nous dit l'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou jugement perçu comme immédiat, au sens de direct. Ce serait un processus ou une faculté de l'esprit. Le domaine de l'intuition est donc large. Il concerne aussi bien la connaissance proprement dite que les sentiments ou les motivations. Elle est parfois dénommée flair, de façon plus familière. L'intuition serait le fait de pressentir ou de comprendre quelque chose sans analyse ni raisonnement. Oui. Ça arrive comme ça, là, c'est un peu effectivement une intuition, une pensée qui arrive très, très instantanément. Oui, alors, ce qu'on nous dit dans l'article dont je parlais tantôt, sur le site Nos Pensées, on nous dit, pour Albert Einstein, encore lui... Un de tes préférés, ça. Sinon, le préféré. Une de mes idoles. Ouais. La seule chose véritablement importante était l'intuition. Ce n'est ni de la magie, ni de la sorcellerie, mais cette subtile capacité à faire pencher la balance d'un côté. C'est la même qui, en un peu plus de 2 secondes, nous permet d'évaluer si une personne est de confiance ou non. L'intuition est le langage de l'âme, guidé par le sentier de l'expérience inconsciente cachée dans notre cerveau. Même s'il existe une longue bibliographie qui embrouille le sens le plus psychologique, vous serez surpris d'apprendre que c'est un sujet très étudié et analysé par la science. À tel point que Howard Gardner, spécialiste des théories de l'esprit, nous parle du besoin de développer un style d'intelligence intuitive, grâce à laquelle nous sommes plus réceptifs à notre monde intérieur. Aucun marin, Yvan, écoute bien, aucun marin ne consulte un livre pour savoir comment affronter un océan en colère. Il se laisse porter par son intuition, par cette voix intérieure qui sait lire les dangers et prévoir la meilleure route et la meilleure stratégie, soit celle qu'il choisit en quelques secondes. Ouais. Encore là, c'est basé sur son expérience. Oui, aussi. c'est ça. L'intuition, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est la perception qu'on a eue. On a enregistré des choses, puis ça revient, puis ça nous prévient. Ça revient automatiquement, peut-être. C'est ça. L'étude de l'intuition s'est développée car elle guide une grande partie de nos décisions quotidiennes. Prendre un chemin plutôt qu'un autre, se méfier de quelqu'un, décliner une offre de travail, accepter un projet, etc. Il y a des gens qui méditent sur les choses et d'autres, à l'inverse, qui se laissent porter par leur intuition. Et je pense que l'intuition aussi fait partie de l'arsenal des bons médecins, des bons détectives, ceux qui vont lire ce qui se passe sur les visages des gens qui peuvent être coupables ou non. Il n'y a pas juste les connaissances dans la vie, c'est effectivement l'intuition joue un grand rôle, je pense. Oui. Par contre, on nous dit personne ne peut nous garantir que suivre son intuition permet de prendre les meilleures décisions. Mais ce que nous réussirons, c'est agir en accord avec nos essences, nos valeurs, nos émotions et les évaluations obtenues en fonction de nos expériences passées. Nous faisons ainsi un pas vers un équilibre intérieur. Isaac Asimov, auteur de science-fiction bien connu, disait « Je doute du jour où un ordinateur ou un robot puisse égaler l'intuition de l'intellect humain. » Certains comparaient peut-être ça à la petite voix intérieure. Tu sais, souvent, on dit « écoutez votre voix intérieure », c'est un peu ça. Dans le fond, écoutez votre intuition. Hein. Oui. L'un des spécialistes de ce sujet est le sociologue et essayiste Malcolm Gladwell. À travers ses études, il nous démontre comment les courtiers en bourse, les médecins, les psychologues, les publicitaires, les mécaniciens ou les femmes au foyer sont capables de prendre de bonnes décisions en très peu de secondes. Sommes-nous alors face à un type de pouvoir qui va bien au-delà des capacités psychiques ordinaires? L'intuition fait partie de ce que l'on connaît sous le nom d'inconscient adaptatif. Chaque chose apprise, ressentie, intériorisée, pensée et expérimentée crée un peu de sagesse unique et particulière qui nous définit.
c'est notre essence. C'est un capital mental que nous utilisons sans nous en rendre compte tous les jours. Le pouvoir de la personne intuitive réside dans le fait de savoir utiliser ce capital comme canaliseur. En fait, c'est comme si le cerveau était une espèce de bibliothèque électronique ou Il y a peut-être un mélange de connaissances et de perception, c'est le feeling, entre guillemets, là, qu'on peut avoir sur une situation. Exactement. C'est comme un mélange des deux, peut-être. Une espèce de bibliothèque de référence qui fonctionne très rapidement. Là, Maintenant, comment développer notre intelligence intuitive? Il faut se souvenir de la manière dont fonctionne l'intelligence traditionnelle, c'est-à-dire via la réflexion et le processus logique. Grâce à Howard Gardner, nous savons qu'il existe de nombreux types d'intelligence et qu'elles sont toutes aussi utiles les unes que les autres. Mais je vais m'arrêter ici et mon intuition me dit que je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Ça me dit la même chose, ça doit être vrai. Donc, l'intuition, cette âme qui nous parle plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, nous recevons Annie Arévian qui nous explique les services disponibles par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'intuition, cette âme qui nous parle ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. J'accueille maintenant mon invité, Mme Annie Arévian. Bonjour, Mme Arévian. Bienvenue à Folie douce. Bonjour, M. Bugeaud. Bonjour, vous êtes du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Vous êtes chef de service des services psychosociaux, en fait. On entend beaucoup dans l'actualité, surtout depuis la pandémie. La majorité des gens connaissaient et peut-être connaissaient pas tant que ça le CIUS. On entend beaucoup parler des CIS et des CIUS dans l'actualité. On voulait faire le point, justement, parce qu'on sait que le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal est le plus gros, en fait, dans la région de Montréal. Comment vous pouvez le présenter en début d'entrevue comme ça? En fait, effectivement, on est le plus gros au Québec. On a 19 000 employés et puis plusieurs installations, 135 installations. On a une large gamme de services pour des clientèles variées de 0 à 100 ans avec des mandats locaux, régionaux, suprarégionaux, donc et des mandats universitaires en jeunesse, dépendance, réadaptation, gériatrie, inégalité sociale, unité de médecine familiale et on a la santé publique dans notre CIUS. Dans le fond, c'est une extension du ministère de la Santé qui aide à rendre des services à la population. Vous êtes comme dans le pratico-pratique, en fait, pour la population. C'est un peu ça, là. Exact. Nous, on offre des services directs à la population. Oui. Et donc, finalement, on a une entité qui regroupe beaucoup d'organisations. Mais comment fonctionnent les services? Parce que, bien sûr, les services de santé mentale, les services de santé plus physique, comment ça fonctionne en général, le fonctionnement de tout ça? En fait, nos services sont pour toute la population. Il y a une porte d'entrée pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite demander des services. Des fois, ils peuvent juste appeler pour vérifier une demande d'information en lien avec les organismes communautaires, avec une information qu'ils le souhaitent. C'est la porte d'entrée où ils peuvent appeler ou se présenter avec ou sans rendez-vous. Bien évidemment, avec la pandémie, on encourage beaucoup le téléphone. On retourne des appels dans les 24 heures, moins que 24 heures, la journée même, mais des fois, il arrive qu'on puisse dépasser 24 heures. Nos services sont du lundi au samedi. Donc, les gens peuvent se présenter. Des fois, on les aide aussi à formuler une demande. Ils expriment leurs besoins, puis on fait une évaluation de leurs besoins, leurs demandes, afin de mieux les orienter vers le bon service. On a des services généraux, santé mentale jeunesse, jeunesse en général, petite enfance. Donc, c'est des services variés pour les soins à domicile. Donc, les gens, ils n'ont pas
toutes nécessairement besoin de savoir les détails de tous les programmes parce que c'est évidemment très complexe, mais les intervenants de l'accueil, étant donné qu'on est la porte d'entrée, ils ont toutes ces informations. On fait des arrimages avec tous les services pour être à jour dans les nouveautés dans les programmations. Et puis, aussi, lorsque les gens sont au téléphone ou ils se présentent, on leur donne des pistes d'intervention en attendant le suivi, la prise en charge de leur service, des stratégies à mettre en place ou des références de lecture, des références des organismes communautaires qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, en gros, c'est ça. La personne qui demande de l'aide n'a pas à naviguer dans tout le système. Nous, on s'assure que même si on n'est pas la bonne porte d'entrée, on s'assure de cheminer la demande vers le bon service. La personne aussi, quand il demande de l'aide, il part toujours avec un numéro de téléphone pour appeler au besoin une personne pour vérifier où est rendue la demande et surtout, on lui demande de rappeler si jamais sa situation change. Donc, s'il y a une nouveauté, une détérioration dans sa situation, on lui demande de nous rappeler pour nous informer pour qu'on puisse prioriser la demande différemment. C'est peu connu, ces services-là, parce que souvent, quand on dit aux gens demander de l'aide ou aller voir, il y a des services qui existent, il y a de l'aide qui existe auprès de la population. Souvent, on leur dit appelez, je sais pas, le 811 ou appelez, aller dans un CLSC. Mais vous avez vous-même, je pense, de l'information qui peut être transmise aux gens selon leurs besoins, puis bien comprendre les besoins des gens, c'est ce que je comprends, là. Oui, effectivement. On s'assure être à jour, on s'assure, je peux vous dire que les professionnels qui travaillent dans les services de l'accueil sont des professionnels très engagés qui ont le souci de bien répondre aux besoins de la population. Donc, s'ils n'ont pas nécessairement la réponse le jour même, ils vont dire à la personne, on fait une recherche pour vous, puis on vous rappelle. C'est vraiment des gens engagés. Oui. Quand vous dites dont on se présente, en fait, c'est les locaux à Verdun que vous parlez, c'est ça? Le CIUS? Mais en fait, on a 5 points de service de l'accueil. Il y a le CLSC de Verdun, CLSC de Villemort-Côte-Saint-Paul, CLSC de Saint-Henri, CLSC des Faubourgs. Puis, le 11 janvier, nous avons mis en place un autre point de service au CLSC Saint-Louis-du-Parc. OK, d'accord. Donc, malgré la pandémie, on a créé un nouveau point de service pour permettre à la population d'accéder aux services du territoire. Et c'est un grand territoire, le centre-sud de l'île de Montréal. Est-ce qu'on peut le définir en termes géographiques? Est-ce que c'est facile à dire, par exemple, de telle place à telle place, pour que les gens qui sont dans ce secteur-là, j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne? En fait, il y a centre-sud, il y a... je suis pas très bonne. Il y a plusieurs CIUS, oui, il y a plusieurs. En fait, c'est 2 installations. L'ancienne installation de Jean Mance et Sud-Ouest Verdun, l'île des Sœurs, Saint-Henri, Villemort, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Centre-Sud, il y a une place, la Ville-Marie, puis il y a une place aussi de Myland. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ça, c'est assez bien développé, mais dans le fond, la personne qui veut avoir des services, peut-être dans un premier temps, si elle ne connaît pas l'endroit, c'est de vous appeler parce que là, elle va être référée. Et même si elle n'est pas dans ce secteur-là, comme vous disiez, vous allez sûrement la référer au bon endroit après, là. Bien sûr, bien sûr. Je peux vous rassurer qu'une personne qui appelle les services, on va prendre le temps. On n'est pas sectorisé comme tel. On va prendre le temps de répondre à la demande. Tout dépend de la nature des demandes. Des fois, on va rediriger vers le bon CLSC, on va donner les coordonnées, on prend la demande. Puis notre souci, honnêtement, c'est d'éviter que les gens racontent leur histoire à plusieurs personnes. Ouais. Donc, avec sa permission, son consentement, on va faire notre évaluation, puis on va transférer la demande à son CLSC d'appartenance. Avez-vous, Mme Arévian, donc avez-vous un genre de statistique sur le nombre de demandes que vous pouvez avoir par téléphone ou en personne dans une année? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu pour un peu comprendre l'ampleur de la chose? Mais je peux vous dire, à l'accueil, c'est à peu près 9 à 10 000 appels par année. Quand même, ça. De demandes, oui, aux présences, oui.
Donc, les gens, ils peuvent demander des informations, genre, ils ont un problème, ils veulent avoir des services, ils veulent avoir des... ça peut être... Avez-vous des exemples, disons, vous pouvez en parler un petit peu tantôt? En fait, comme je vous dis, ça pourrait être de 0 à 100 ans. 0, bien entendu, c'est pas les enfants qui vont demander de l'aide, c'est les parents qui ont des difficultés avec les enfants, la discipline des enfants. Ils remarquent le développement de l'enfant est pas très optimal. Souvent, les CPE, les garderies vont faire aussi des références parce qu'ils voient que l'enfant manque de stimulation ou il y a besoin d'une évaluation. Donc, il peut avoir ça. Les parents qui ont de la misère avec la discipline de leurs enfants, ils veulent développer des habiletés parentales pour être des meilleurs parents. On a aussi, si des enfants ont des problèmes d'orthophonie, il y a des services d'orthophonie. Donc, les personnes adultes qui ont des problèmes, mais qui ont besoin de travailler sur les relations interpersonnelles, que ce soit dans leur couple, en famille, l'entourage au travail, pour surmonter différentes difficultés liées violence psychologique, verbale, deuil, des idées suicidaires, épuisement professionnel, la gestion du stress, la gestion de troubles d'adaptation à différentes problématiques, s'ils ont des préoccupations financières ou ils ont besoin d'adapter à des étapes de leur vie, que ce soit séparation, retraite, maladie, perte d'emploi, ou simplement affirmation de soi. Donc, ça pourrait aller des proches aidants qui sont épuisés, qui ont besoin d'aide, des personnes qui vivent avec une personne de leur entourage qui ont des problèmes, des difficultés de santé mentale, puis qui viennent s'outiller. Donc, des personnes avec déficience intellectuelle. Donc, on a des services vraiment variés. C'est très vaste, puis on ne s'arrête pas, comme vous le disiez, à la santé comme telle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un tout, là, comme vous parliez un petit peu des gens qui ont des problématiques financières ou quelque chose comme ça. Ça va causer définitivement par la suite souvent des problématiques. Donc, tout est comme relié ensemble. Donc, c'est fort intéressant comme service. Oui, c'est méconnu des gens, je pense. Les gens souvent ont tendance à parler d'un programme en particulier, mais les services sont vastes. Puis, on essaye d'adapter nos services pour ajuster selon les besoins, selon les difficultés que les gens vivent pour qu'on soit en amont, en prévention. Et il y a beaucoup d'une multitude d'organisations, que ce soit communautaires ou autres, qui sont financées par le CIUS, donc par le ministère de la Santé, mais via le CIUS. Donc, il y a un milieu très dynamique. On parle entre autres de santé mentale là, depuis de nombreuses années. Effectivement, parce que notre CIUS a un service régional qui est comme un service de l'ancienne agence. C'est le programme qui s'appelle PESOC, donc le programme de soutien aux organismes communautaires, donc qui est un bailleur de fonds aux 531 organismes communautaires, mais sur toute l'île de Montréal. Exactement, c'est ça, parce que c'est votre secteur, exactement. On a encore à peu près une minute. Mme Révian, voudriez-vous ajouter quelque chose avant de donner des coordonnées? On donnera ça juste avant de terminer, mais est-ce que vous avez quelques... En fait, moi, j'aimerais dire, j'invite la population à appeler pour demander de l'aide. C'est une période très difficile pour tout le monde. Nos services sont là, on est là pour les soutenir puis les aider à traverser cette période difficile maintenant ou plus tard, de ne pas hésiter. Donc, parce qu'on est là pour répondre vraiment rapidement à leurs besoins. Quelles coordonnées pourrait-on donner pour que ça soit simple pour les auditeurs? Si je peux donner de coordonnées pour les deux secteurs, donc si pour vous c'est correct, pour éviter que les personnes appellent puis soient retournées à un autre numéro, oui. Je peux vous dire pour le secteur de Verdun, c'est le 514-766-0546, le poste 54660. Donc, et pour le secteur de Jean-Mans, c'est le 514-527-2361, le poste 1466. Et on peut chercher quoi sur le web? Est-ce que ça se cherche, le CIUS Centre-Sud? Oui. En fait, oui, on a un site
Internet pour la population. Tout est là. Okay. Nos services sont à jour avec les coordonnées. Les gens peuvent faire une recherche s'ils ont besoin d'aide. Ils peuvent écrire dépression, anxiété, stress, besoin d'aide avec les parents, idées suicidaires. Puis on va voir tous les coordonnées de l'accueil des services. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Annie Arévian. Vous êtes chef de service des services psychosociaux, justement, au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro à l'Espresso allongé et le sujet débuté plus tôt, l'intuition, cette âme qui nous parle, Pierre. Oui, d'après un article qui s'appelle ainsi « L'intuition est l'âme qui nous parle », c'est sur le site nospensées.fr. Et c'est puissant, finalement, l'intuition. C'est ce qu'on en comprend, là. Oui, parce que c'est utilisé par tout le monde, finalement. Oui, sans le vouloir, ça arrive un peu comme ça. Là. Exactement, oui. Alors, on nous dit dans l'article, l'intelligence intuitive nous permet d'effleurer notre conscience et nos émotions pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement ou au moins nous permettre de disposer d'un autre type d'information plus intime pour pouvoir la comparer avec un point de vue plus rationnel. L'intuition se sent plus qu'il ne se pense. C'est pour cela qu'il est nécessaire de savoir écouter nos émotions, de comprendre ce qui arrive dans notre monde intérieur pour trouver le calme et l'équilibre. M. Daniel Goleman est un psychologue américain, docteur en psychologie clinique et journaliste au New York Times. Il publia en 1995 l'ouvrage « L'intelligence émotionnelle » dont on a déjà parlé, je me rappelle, à l'émission. Il nous recommande de contrôler et de comprendre nos émotions, de nous permettre de passer en mode zen, ce qui n'est rien d'autre qu'atteindre un état mental de calme profond pour être plus réceptif à notre intérieur et ainsi à l'entourage. Les messages qu'envoie l'intuition sont parfois un peu complexes. Les sensations, les formes, les mots, c'est notre tâche de savoir les interpréter. Plus notre esprit sera libre, sans préjugés ni barrières, plus notre intuition s'affirmera. Il est bon de se laisser guider par elle, par ce langage si particulier. Maintenant, on a fait des blagues en ouverture sur l'intuition féminine. Ouais. Selon un autre article qui s'appelle simplement « L'intuition féminine, ça existe », c'est sur le site Marie-Claire. Je pose une question, finalement. Oui, avec un point d'interrogation, oui. Sur le site marieclaire.fr. On nous dit « Parle-t-on à juste titre d'intuition féminine? Est-ce prouvé que les femmes possèdent une meilleure intuition que les hommes? » Eh bien, pas vraiment. L'intuition est la capacité à ressentir des choses ou à avoir un sentiment de connaissance d'un sujet instantanément. On parle souvent d'intuition féminine, mais pour quelle raison? Tous les grands penseurs et philosophes s'accordent à dire que les femmes sont plus émotives, perçoivent mieux les sentiments que les hommes. Les femmes ont souvent été considérées comme plus sensibles et empathiques que les hommes, deux qualités qui sont essentielles pour cultiver son intuition. On a aussi souvent attribué l'intuition aux femmes du fait que pour s'occuper d'un enfant, elles doivent se fier aux signes non-verbaux et à leur intuition pour le comprendre. Elles doivent également anticiper ses besoins et ses réactions. Pour toutes ces raisons, l'intuition a toujours été féminine. Mais est-ce vraiment le cas? On a souvent associé l'intuition aux femmes aussi car les recherches prouvent que les hommes utilisent plus leur hémisphère gauche du cerveau, qui est le siège de la raison et de la logique. Les femmes, elles, utilisent autant les deux hémisphères de leur cerveau, dont l'hémisphère droit, qui est associé aux émotions et à l'imagination. Les femmes ont également une tendance à plus évaluer les comportements d'autrui et à se poser des questions. Donc, ça pourrait peut-être expliquer... si c'est le cas, là, en partie, sont encore sur la question. Mais les femmes qui sont obligées de lire les expressions sur le visage d'un petit bébé, ça a du sens. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'hommes, je pense, qui sont aussi sensibles, mais peut-être que physiologiquement, comme tu dis, peut-être qu'il y a une question d'utilisation des côtés du cerveau. Hein. Oui. On nous dit pourtant de nombreuses études sur l'intuition ont été réalisées et celles-ci ne seraient pas plus féminines que masculines. Elles dépendent en fait de chaque personne, de son éducation, du milieu dans lequel il ou elle a grandi et de ses expériences avec d'autres personnes. C'est le psychologue Richard Wiseman qui, en 2005,
a prouvé que l'intuition n'était pas plus féminine que masculine. Il a fait une expérience. Avant l'expérience, 77% des femmes participantes ont déclaré être intuitives, contre seulement 58% des hommes. Il a ensuite montré aux participants des photos de visages souriants, certains étant des sourires sincères et d'autres des sourires forcés. Le résultat, 72% des hommes ont répondu correctement contre 71% des femmes. Alors, en conclusion, l'intuition féminine, réalité ou simple préjugé? Donc, ça n'a pas été tout à fait prouvé, en fait, que l'intuition féminine est plus présente. Là. Comme tu disais, moi, j'achète aussi cette idée-là de... Ça dépend des personnes, ça dépend des milieux. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont eu plus de... Peut-être un environnement qui leur permettait d'être plus... de plus percevoir là, les émotions, tout ça. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui doivent se fier sur leur intuition parce qu'ils n'ont pas pu... avoir des études, de longues études, par exemple, pour toutes sortes de raisons. Ou ils ont développé ça beaucoup pour toutes sortes de raisons aussi. C'est comme un sixième sens qu'ils ont été obligés de développer. On dit souvent, quelqu'un manque de quelque chose, développe d'autres sens. Des personnes qui ne voient pas, souvent, vont entendre mieux ou vont plus goûter. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on est plus à une époque de l'information avec l'Internet et toutes les sources d'information, on dirait que de parler d'intuition, ça fait rire. Et pourtant, c'est de plus en plus, je pense que c'est... En fait, c'est pas de plus en plus. Parce que les informations, les vraies informations, on les a. Peut-être qu'on a moins besoin de se fier sur son intuition. Oui, c'est effectivement. Je sais pas. Non, il faudrait voir. Puis c'est sûr qu'on est bombardé beaucoup par des informations, fait que ça nous permet peut-être moins de se faire confiance, dans le fond, mais on devrait peut-être plus. Mais merci beaucoup pour le sujet, Pierre. C'est très intéressant. Donc, l'intuition, cette âme qui nous parle à l'émission Folie douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci Pierre Laporte pour tes blocs espresso et ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Dans tes blocs, on parlait d'intuition. Donc, l'intuition, cette âme qui nous parle. Notre invité en début d'émission, Mario Bousquet, du programme Clé en main, nous a mieux expliqué ce que c'était. Notre invité en début de deuxième demi, Annie Arévian, nous a fait connaître les services du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.